Bonjour, aujourd'hui je vais te présenter Perrine Moret. Elle est thérapeute en Ayurveda. Elle est conseillère en nutrition ayurvédique et elle pratique les massages ayurvédiques à Paris, près de Oberkampf, pour ceux qui connaissent. Ce qui ressort de cette interview, en fait, c'est l'importance d'écouter son intuition. Voilà, en fait, son parcours, elle l'a fait grâce à son intuition et grâce à sa force de vie, qui fait qu'elle a même surmonté les réticences de son entourage quand elle s'est lancée dans l'Ayurveda. Et je trouve que c'est une belle leçon de vie pour tous parce que clairement, quand on écoute son intuition, eh bien, on aligne nos trois corps, le corps physique, mental et spirituel. Et en fait, c'est la clé du bonheur, tout simplement. Donc, je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Perrine, donc enchantée de te Bonjour. recevoir sur ma chaîne Sauve ton corps et le podcast Sauve ton corps. Donc, je ne te connais pas, je vais faire connaissance en même temps que nos auditeurs et téléspectateurs. Tu t'appelles Perrine Moret, tu es conseillère en nutrition ayurvédique et tu es thérapeute corporelle en soins ayurvédiques. Donc tu nous expliqueras Ouais. un petit peu par la suite ce que cela signifie. Ton cabinet s'appelle le Monde de Perrine et tu exerces à Paris. Dans quel arrondissement exactement? Dans le 11e. 11e. Ouais. Et pour faciliter les contacts avec nos auditeurs, du coup, quelle est la meilleure façon de te contacter? Est-ce que c'est via ton mail ou via une page Facebook? Je suis assez connectée, donc tout va être au nom de Le Monde de Perrine. Sur mon site internet, il y a une page contact où je reçois donc les messages directement. Et après, ça peut être aussi sur la page Facebook ou Instagram. Voilà, on peut me laisser un message aussi et je le lirai. Et tous tes comptes s'appellent le Monde de Perrine en fait? Le Monde de Perrine, ouais. D'accord. Alors, on va commencer par faire connaissance avec toi. Quel est ton prakriti ou ton vikriti actuel? Et puis, dis-nous un petit peu ce que tu penses justement de la notion de prakriti et vikriti en Ouais, Ayurveda. d'accord. Ma prakriti, c'est Vata Kapha. Je l'ai découverte en fait avec ma formatrice donc dans ma première année en formation de conseiller en nutrition ayurvédique. Et ça a été une belle révélation parce qu'on va dire que voilà, quand on commence à se former ou même quand on s'intéresse à l'Ayurveda, la première question qu'on a en fait c'est qui je suis, quel dosha je suis. Et en fait, c'est pas toujours évident en fait de savoir exactement la prakriti. Moi, ce qui m'avait marqué, c'est pendant plusieurs années, j'ai assisté à un Vaidya, donc un médecin indien ayurvédique que j'assistais donc pendant ces consultations et j'étais la thérapeute corporelle après pour le suivi. Et une fois, il avait dit que pour être sûr en fait de sa prakriti, il faudrait demander à un astrologue védique, voilà, pour être vraiment sûr. Mais en fait, au fur et à mesure en fait, de me connaître et de continuer à exercer et à expérimenter l'Ayurveda, j'ai vraiment compris qu'effectivement j'étais cette prakriti-là. Et donc que les déséquilibres, donc les vikritis, étaient facilement Vata et Kapha aussi, vu qu'ils sont en dominance chez moi. J'avoue majoritairement Vata. Ah, plus Vata. Euh, voilà, ouais. On va dire un petit peu aussi le mal, je pense, des Européens qui sont de tendance en fait en déséquilibre Vata, de par voilà, le lieu géographique, de par le côté voilà, du rythme en fait du quotidien qu'on a, du travail, encore plus ceux qui vivent en ville. Donc moi en région parisienne et qui exerce à Paris. Donc voilà, tout ça fait que le Vata, dans tous les cas, il est déjà bien sollicité. Tu peux rappeler Euh, justement aux gens qui débutent vraiment en Ayurveda, qui nous écoutent, ouais, vraiment justement les caractéristiques qu'on peut avoir positives du Vata et un petit peu embêtantes quand il y a un excès? oui. Bah alors, le positif de Vata, c'est comme tu l'as dit, la créativité. C'est aussi une grande sociabilité. C'est quelqu'un qui va voilà, s'adapter, qui va... Pour moi, c'est vraiment... Enfin voilà, Vata est défini par le mouvement. Et pour moi, au niveau sociabilité, en tout cas, et au niveau du mental, bah, c'est le mouvement, en fait. C'est un mental qui est beaucoup voilà, dans la diversité, dans la créativité, la flexibilité.
Et au niveau social aussi, c'est quelqu'un qui va s'adapter très facilement, qui va aller à gauche, à droite. Donc beaucoup voyageurs aussi, par exemple. Ce qui te définit Donc complètement, ça... parce que si ton parcours, c'est ça, hein, c'est des études Ouais, d'ethnologie et des voyages, on en reparlera. Donc, tu es totalement oui. là-dedans, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Mm. Et après, voilà, tout ce qui est négatif, on va dire quand Vata est un peu trop en déséquilibre, pour rester sur le mental ou même de manière générale un peu plus sur le physique, le métabolisme, c'est l'irrégularité en fait de Vata. Donc ça va être quelqu'un qui va manquer d'ancrage en fait. Donc là au niveau psychique. Donc c'est quelqu'un qui va être vraiment la tête dans les nuages. Hein. Vata, c'est l'air et l'espace. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment voilà, vaporeux. Au niveau du métabolisme, c'est voilà, des irrégularités aussi. Donc tout ce qui est problème digestif, sécheresse, voilà, tout ça, ça représente les déséquilibres de Vata. Et j'en ai un petit peu mon lot de temps en temps. Donc après, avec l'Ayurveda et tout le travail sur soi en fait qu'on a au fur et à mesure de la pratique, on arrive vraiment à les canaliser. Mais bon, le Justement, déséquilibre pour moi est toujours présent dans un sens, quoi. voilà, tout à fait. Et justement, donc on en vient un petit peu à ma question, bah, qu'est-ce qu'a apporté l'Ayurveda dans ta vie, justement? Beaucoup. Beaucoup de choses en fait. Je vais essayer de résumer. L'Ayurveda pour moi ça a été un tournant personnel en fait. Parce que donc, comme tu l'as dit, avant de me tourner vers l'Ayurveda, j'ai fait un master en ethnologie. Donc tout de suite après mes études, en fait, le bac, je savais déjà que je voulais étudier l'ethnologie, je voulais faire de la recherche. Et arrivé au master, en fait, j'ai déchanté au niveau de la recherche, ça me correspondait plus. Mais en tout cas, ça m'a permis de m'ouvrir les yeux sur le monde et d'étudier, d'approfondir en fait la culture indienne et l'hindouisme, parce que je me suis spécialisée là-dessus. Mais il me manquait quelque chose et que j'ai découvert, que j'ai complété en fait en me formant à l'Ayurveda. Donc l'Ayurveda, ça a été un moyen pour moi de me connecter à moi-même déjà, parce que j'ai vraiment trouvé ce qui me correspondait le plus. Donc ça m'a permis, on va dire, de m'affirmer et encore plus de me connaître et d'aller vers mon chemin qui me correspondait. Peu importe, voilà, parce qu'effectivement j'ai eu beaucoup aussi de pression voilà, familiale, sociale, en choisissant ce métier-là. Donc c'était vraiment un choix très affirmatif, on va dire, par rapport au monde, à l'époque, en tout cas quand j'ai commencé. Maintenant, C'était en quelle année que tu as j'ai mis un trouvé pied? l'équilibre. C'était en quelle année pour qu'on se remette dans le contexte, justement? Oui, c'était en 2015 que j'ai commencé à me former. D'accord. Et donc là, donc on est en 2020, donc ça fait 5 ans. Et ouais, c'était vraiment une affirmation voilà, contre le monde où je voulais vraiment montrer dans un sens que on peut choisir sa passion, on peut réussir à vivre de sa passion tout en étant dans la société en fait. Donc ça m'a changé comme ça. Et ça a continué d'un point de vue un peu plus global sur l'environnement, ça a continué à me permettre d'apprendre le monde, parce que je pense que c'est avant tout ça qui me guide tous les jours. C'est comprendre avec subtilité en fait l'être humain et l'humanité et le monde vivant. Me former à l'Ayurveda et puis pratiquer l'Ayurveda, en fait, ça permet ça. Ça permet d'affiner en fait la compréhension du fonctionnement du monde, on va dire, et qui me tient vraiment à cœur. Ah oui, ça Donc, correspond. Ouais, c'est le côté holistique, le fait de prendre l'humain et l'humain dans sa globalité, son intériorité et le lien entre l'homme et le reste de la nature, quoi. ouais, tout à fait. Et ce qui est très fort aussi, c'est que la santé, enfin, on a le côté voilà, santé qui est donc très matériel. Même si on utilise des outils naturels, voilà, ça reste au niveau du physique et de l'émotionnel. Et il y a le côté aussi spirituel qui est très présent et, et qui pour moi fait presque tout aussi. Donc
voilà, c'est ça qui est très intéressant. Je suis contente que tu en parles parce que justement sur le groupe, je trouve qu'on n'en parle pas assez de la spiritualité. Donc je parle toujours du groupe Je me mets à l'Ayurveda, hein, qui est un peu une référence Ouais, actuellement. Parce que ouais. c'est vrai que l'Ayurveda, la dimension, il y a trois dimensions. On dit le corps, enfin la conscience, donc la spiritualité, le corps et le mental. Et c'est vrai qu'on Mm. oublie souvent la spiritualité. Comment tu définis toi la spiritualité et toi justement, qu'est-ce que c'est dans ta vie pour toi la spiritualité? Pour répondre à ta première question, donc, pour moi, qu'est-ce que la spiritualité? On va dire que c'est d'être connecté à son âme. Alors, le mot parle pas forcément à tous, mais on va dire d'être connecté à soi. C'est plus large. Mais voilà, c'est d'être vraiment connecté à soi et d'être connecté à l'univers, qui permet de développer encore plus hein, la créativité, l'intuition et tout ce qui est en fait clarté d'esprit. Hein. En Ayurveda, on parle de l'énergie sattva. Pour moi, c'est ça la spiritualité. Et du coup, comment tu as réussi à intégrer la spiritualité dans ta vie? Quelle est ta Ouais. démarche pour ça? Alors pour moi, elle fait partie de nous. Chacun de nous, en fait, elle est là et il suffit de la développer. Donc de trouver les clés pour la développer et de le vouloir. Avant tout, c'est une volonté. Parce que si on n'a pas envie de la développer, elle va pas se développer. Et pour moi, en fait, j'ai l'impression d'avoir toujours été guidée en fait, par cette recherche de spiritualité. Comme je te disais tout à l'heure, dans la volonté de comprendre le monde et les êtres humains, dans le fond, je pense que c'était ça qui me guidait. C'était de développer un peu plus cette spiritualité-là. Et que j'ai découvert au fur et à mesure de mon parcours, que ce soit l'Ayurveda ou dans ma vie personnelle à travers mes expériences. Du coup, elle est, maintenant c'est omniprésent et c'est une manière de voir les choses. C'est une manière, si tu veux, d'être à l'écoute, moi je dirais. Et du coup, tu pratiques la méditation, des formes particulières de méditation ou par le yoga aussi? Oui, Enfin, ce qu'elle est... on va faire un ordre chronologique. D'accord. À travers mes études d'ethnologie, j'ai beaucoup étudié l'hindouisme. Donc j'ai expérimenté aussi un peu en fait les rituels hindous, voilà, les pratiques hindoues aussi à travers mes voyages en Inde. J'ai beaucoup été en fait au départ dans une expérimentation plutôt hindoue de la spiritualité. Après j'ai beaucoup pratiqué le yoga en fait aussi pendant plusieurs années. Là c'est un peu plus difficile tous les jours par rapport à l'emploi du temps. Mais en tout cas, c'est une pratique qui me tient à cœur et quand je peux en faire, j'en fais. Concernant la méditation, en fait, moi je suis bouddhiste depuis 6 ans. Et en fait, dans mon bouddhisme, on peut appeler ça une méditation. Moi j'appelle ça pratique. Et c'est la récitation d'un mantra en fait, voilà, tous les jours. Et c'est ça ma méditation et ma manière de me connecter à la spiritualité quotidiennement. Et donc, Voilà. tu sens un bénéfice depuis 6 ans dans ta vie? Oh Enfin, oui, oui. ouais, Ah oui, oui, bien sûr. ouais. Oui, oui. Parce que c'est beaucoup plus aussi que de réciter un mantra. Enfin voilà, il y a tout un enseignement en fait derrière et une application de l'enseignement. Et oui, oui, ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est voilà, se révéler progressivement. Et j'imagine que ça doit t'aider dans ta pratique parce qu'on en parlait avec Françoise justement, l'interview précédente, Françoise Mhm. Barrios. C'est vrai qu'elle disait qu'en Ayurveda, on doit faire beaucoup appel à notre intuition en tant que thérapeute. Et donc cette Ouais, intuition, il faut la cultiver et je pense que tout c'est... à fait. Voilà. Ouais, ouais, c'est hyper important en tant que thérapeute. Enfin, pour moi, c'est comme une hygiène de vie en fait. Mm. Euh, c'est l'hygiène de vie spirituelle. Et en tant que thérapeute, c'est plus qu'essentiel. Enfin, pour moi, c'est un marqueur d'un bon thérapeute. Mm. Parce que ça veut dire qu'il travaille sur lui-même. Ça veut dire que effectivement, on ouvre nos capacités à travers voilà, plein d'outils qui permettent de bien s'ancrer pour avoir voilà, bien les pieds sur terre et d'éviter au vata d'être trop en déséquilibre. C'est ça. L'ancrage permet un bon discernement, une bonne clarté d'esprit, donc qui est facilité par la méditation. Et ça permet aussi ouais, une compassion, plein de qualités qui sont nécessaires au thérapeute, enfin, vraiment à travers l'écoute et oui, cette intuition.
parce que dans l'Ayurveda, c'est utiliser ses sens, l'observation. Et pour moi, c'est une observation aussi intuitive, sensitive. Quand je suis en face d'une personne, j'arrive à ressentir, en fait, alors encore plus dans le massage, hein. Mais même face à face, en fait, on ressent des choses, on comprend des choses de la personne. Et pour ça, il faut avoir un minimum d'entretien, on va dire, de spiritualité. Alors justement, donc, pour en revenir plus à ta pratique, alors j'aimerais savoir quels sont tes outils thérapeutiques les plus utilisés de l'Ayurveda et comment tu t'y es formée en fait. Si tu peux nous décrire un petit peu ton parcours de formation dans l'Ayurveda. Donc moi, on va dire, j'ai deux manières de... Enfin, je me suis spécialisée sur deux choses, la nutrition ayurvédique et les soins corporels ayurvédiques. J'ai commencé par le biais de la nutrition parce que la cuisine, j'adore. Donc ça, c'est le côté CAFA qui parle. Je sais ce que c'est aussi. Donc voilà, puis c'était... Avant de faire de l'Ayurveda, je m'intéressais beaucoup à plein de manières de se soigner naturellement. J'ai commencé par découvrir les huiles essentielles, les plantes, la nourriture, tout ça. Donc j'ai voulu commencer par la nutrition. Donc en termes de pratique, donc, je propose des bilans en nutrition ayurvédique. Donc pour proposer aux personnes en fait, donc de déceler en fait leur déséquilibre. Donc même si on cherche à connaître notre équilibre, donc notre prakriti, pardon, dans un bilan de nutrition, on cherche plutôt le déséquilibre, calmer en fait ce déséquilibre qui va nous permettre la bonne santé. Donc c'est donner des conseils alimentaires, un rééquilibrage alimentaire, d'hygiène de vie et ouvrir une conscience aussi sur être responsable en fait de sa vie, de sa santé, écouter son corps, comprendre comment il fonctionne. Donc ça à travers la nutrition. Et je fais des massages aussi, donc tout ce qui est soins corporels ayurvédiques. Je me suis formée dans un centre dans le 91, donc le centre Ahimsa, avec des thérapeutes qui ont été formés donc par le Vaidya dont je parlais tout à l'heure, donc Suresh Swarnapuri, que j'ai assisté aussi et qui m'a aidée à affiner mes techniques de massage. Donc je suis spécialisée sur tout ce qui est soins panchakarma. Donc c'est vraiment la cure complète des soins ayurvédiques. Après en cabinet, je propose qu'une partie de ces soins-là. Donc ça va être l'Abhyanga qui est le plus global. Ça va être des bastilles pour le dos, plutôt pour les douleurs de dos. Tu peux rappeler ce que c'est que le basti, parce que tout le monde ne connaît pas. Oui, pardon. Ouais. Non, c'est pour ça que... Le basti, c'est des bains d'huile localisés pour atténuer des douleurs, entre autres. C'est beaucoup plus large, mais là, c'est le plus facile à expliquer. Mais en tout cas, c'est des bains d'huile localisés, de bains d'huile chaude. Et tu dois avoir beaucoup de gens qui sont demandeurs, en effet, sur Paris pour le dos. Avec, ouais. Oui, ouais. Et je propose des soins des yeux, des oreilles aussi. Donc voilà ce que je propose. Et j'ai une partie atelier aussi, pardon, pour plus transmettre en fait l'Ayurveda dans le côté vraiment pédagogie, transmission et on va dire vulgarisation, dans le sens introduire l'Ayurveda au grand public. Et voilà. Tu pourrais aussi revenir sur tes voyages en Inde, parce que je sais que du coup tu as quand même pratiqué ou observé l'Ayurveda aussi en Inde, sur place. Alors non. Non. Ça c'est ce qui est assez marrant en fait dans mon parcours. C'est que mes voyages en Inde, je les ai faits avant de découvrir en fait, de rencontrer l'Ayurveda. D'accord. En Inde, j'y suis allée vraiment... une première fois parce que vraiment l'Inde c'était ma passion, ça m'appelait vraiment depuis très longtemps. Donc j'y suis allée une première fois comme ça pour découvrir. Et ça a été une vraie révélation. Je me suis dit oui, c'est pas des rêves, c'est vraiment réel. Un deuxième voyage, j'y suis allée pour mon mémoire d'ethnologie. Où en fait je suis allée pendant 2 mois et demi, j'ai fait une immersion dans un village dans le Gujarat, donc dans l'ouest, l'extrême ouest indien. Et le dernier voyage, c'était... je suis partie dans un ashram, en fait, donc dans un lieu de retraite pendant 3 semaines
pour des méditations. Et la petite anecdote, en fait, c'est que donc j'ai découvert, vraiment compris ce qu'était l'Ayurveda peut-être 1 an après mon dernier voyage. Et en fait, j'ai compris après que dans mon voyage en immersion, le deuxième, qui était en 2012 ou 2011, je m'étais fait un ami là-bas, j'allais discuter avec lui tous les jours. Il avait une boutique de vêtements. Et juste à côté de sa boutique, en fait, il y avait une boutique de produits ayurvédiques. Donc, il m'a soignée là-bas avec ça parce que j'avais eu une sorte d'infection à l'œil. Et il m'avait mis un produit qui m'avait fait horriblement mal. C'était une sorte de jus d'oignon, d'ail, de citron. Et t'avais été courageuse. Mais ça avait super bien marché. Et donc voilà, ça c'était l'anecdote. Et en fait, c'est fou parce que l'Ayurveda est sur ton chemin de vie, c'est une évidence, quoi. Parce que tu t'as appris d'abord le sanskrit, tu es allé en Inde, et après tu as découvert l'Ayurveda. C'est comme si tout te menait à l'Ayurveda, quoi. Exactement. Et c'est pour ça qu'en fait... oui, pardon. Vas-y. Non, c'est pour ça qu'en fait, quand j'ai commencé à me former en Ayurveda, en fait, je me suis dit, ah mais oui, en fait, c'est exactement ça. C'était une évidence, quoi. Et le sanskrit, du coup, est-ce qu'il t'aide en Ayurveda? Est-ce que tu consultes les textes originels ayurvédiques ou... Ouais, alors j'avoue que j'ai pas assez appris le sanskrit pour ça. D'accord. C'est une langue très complexe. Et à l'époque, en fait, j'ai fait 1 an de sanskrit en complément de mon master pour approfondir en fait mes études pour mon mémoire. Ça me sert parce que voilà, j'ai compris en fait, on va dire une logique grammaticale et aussi de manière de voir le monde. Mais ce qui m'a plus, ce que cette année de sanskrit m'a plus servi, c'est d'apprendre tout ce qui est iconographie. On a énormément étudié l'iconographie hindoue dans cette année. Et j'ai pu comprendre comment fonctionnait la pensée du monde védique, on va dire. D'accord. C'est quoi ce que tu appelles l'iconographie? Parce que pour moi, c'est... L'iconographie, c'est plus les statues, tout ce qui est en fait représentation des divinités. D'accord. À travers tout le symbolique en fait. Et de voir tous les avatars, de voir quels sont leurs... à chaque fois dans les statues, chaque divinité a ses petits... ses outils, les animaux, etc. Et c'est ça l'iconographie. D'accord. Oui, donc c'est un très beau préalable à la découverte de l'Ayurveda, ça c'est clair. Ouais. Oui. Ouais. C'est chouette. Alors du coup, j'aime bien aussi demander aux gens que j'interviewe quels sont leurs mentors, les personnes qui les inspirent dans la vie, un peu comme des guides, quoi. Donc ouais, on va dire qu'il y en a eu, et il y en a plusieurs. Je pense qu'ils représentent plusieurs parties de ma vie aussi. On va commencer par le présent cette fois-ci. Et je dirais avant tout en fait mon maître bouddhiste. Pour moi, c'est ma plus grande source d'inspiration, c'est lui. Mais pas que. J'aime bien aussi me nourrir de plein de choses. J'ai beaucoup été inspirée plus jeune, mais là on remonte un peu plus loin, par des personnalités comme Nina Simone ou Janis Joplin, qui sont des personnalités qui ont des personnalités bien trempées. et je pense que ce qui m'inspire, c'est un peu leur âge de vivre en fait. Que j'ai pas mal à l'intérieur de moi-même et que j'ai eu du mal à exprimer, et je pense en les écoutant à travers leur musique, je m'inspirais d'elles. Et il y a plein d'autres personnalités comme Pierre Bourdieu dans mes études de socio et d'ethnologie, ça a été une grande révélation. Et il y a plein de littéraires comme Tagore, qui est un grand littéraire indien, poète et spirituel indien du XXe siècle. Donc il y a plein de personnalités qui nourrissent en fait ma vie et mes inspirations. Tu peux citer le nom de ton maître bouddhiste? Comme moi je ne connais pas du tout, un maître bouddhiste c'est quoi? C'est une personnalité qui a existé, qui peut être vivante ou décédée et qui en fait est connue au niveau mondial? Ou est-ce que c'est quelque chose de plus intime, c'est-à-dire quelqu'un de plus proche? Là, c'est quelqu'un qui est plutôt au niveau mondial, il est vivant. Donc il s'appelle Daisaku Ikeda.
Et il est vivant et en fait c'est le maître du mouvement bouddhique auquel j'appartiens. D'accord. Voilà. Et donc, il communique à travers quoi? Par des livres, des vidéos? Comment... Oui, ouais, c'est ça, des livres et des vidéos. Il a plein d'écrits. Il envoie tous les ans des propositions pour la paix à l'ONU. D'accord. Voilà, il y a plein de textes en fait qui sont accessibles de lui et qui sont hyper inspirants. J'ajouterai des précisions donc sur lui pour les gens qui voudraient creuser un petit peu. Je mettrai tout ça sur la page qui correspondra à la vidéo sur mon site Sauve ton corps. Au niveau des livres, est-ce que tu aurais 3 livres à conseiller? Alors pareil, tout style confondu, et puis peut-être un d'Ayurveda quand même dans le lot pour voir. Ouais. Oui, donc, pareil, c'est comme pour les inspirations, c'est très compliqué d'en choisir. Je pense que ce qui me vient à l'esprit, c'est Candide de Voltaire. Pareil, pour moi, ça a été une sorte de révélation plus jeune. Parce que c'est ouvrir les yeux, ouvrir nos yeux sur le monde et sur toute sa réalité. Donc pour moi, c'est un livre qui est très important à lire, à tout âge. Au niveau de l'Ayurveda, moi j'avais été beaucoup marquée en fait dans mes premières lectures par le livre de Maya Tiwari, La vie est équilibre, si le titre est bon. Voilà, c'est Maya Tiwari et son livre m'avait beaucoup inspirée parce qu'elle raconte un peu son expérience de l'Ayurveda et ouais, tout son livre est très intéressant sur l'Ayurveda. Merci pour ces partages. Je pense que les auditeurs en sont friands, hein, surtout quand on est en découverte. Ouais. Quels sont les défis aujourd'hui, à ton avis, à relever pour les Occidentaux? Parce que là, on parle entre Occidentaux de l'Ayurveda, qu'on est souvent nombreux à découvrir. Et donc, à ton avis, quelles sont les difficultés et en quoi l'Ayurveda peut nous aider à relever ces difficultés? Et justement, donc du coup, en faire un parallèle éventuellement avec ta patientèle, dans tes patients, est-ce qu'il y a des problèmes récurrents, quoi? En fait, c'est plutôt un travail mental, je pense, qui est le défi à relever. Enfin, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Pour moi, c'est vraiment de développer son intuition, en fait, qui est le défi des Occidentaux. De revenir, en fait, à cette spiritualité qui est un peu éteinte par la trop grande domination du mental. Donc, c'est réapprendre, en fait, à réunifier le corps et l'esprit, qui ne sont qu'un. Et on les a trop séparés. Depuis trop longtemps, pour moi, l'esprit est devenu trop cartésien et trop rationnel. Et on a besoin de revenir au développement de nos 5 sens et de notre intuition. Et c'est ça le plus grand défi chez les gens qui viennent me voir. Et je pense, même moi, je suis passée par là, à mon avis. Donc c'est avant tout ça. Et j'ajouterais aussi le grand défi en fait en découvrant l'Ayurveda, c'est d'être acteur, d'être responsable de sa santé et de s'investir dans sa vie. Et ce qui demande parfois des grands changements. Et c'est ça qui est un vrai défi, parce que la vision de la santé, comme on l'a appris à travers la médecine conventionnelle, est très différente de la vision de la santé selon l'Ayurveda qui est holistique et qui prend en compte le rythme, l'hygiène de vie, l'environnement, écouter le cycle de la vie, des saisons. Et ça, c'est un défi aussi. D'ouvrir une fenêtre en fait, sur une définition plus large de la santé. C'est très juste ce que tu dis et c'est vraiment un message que je veux faire passer justement à nos auditeurs, parce que surtout aux gens qui débutent en Ayurveda, parce que je vois beaucoup de questions dans les groupes justement sur l'Ayurveda, de gens qui veulent des réponses immédiates, ils veulent la solution miracle tout de suite, ils disent j'ai tel problème, je vais prendre telle plante. Et justement, je crois qu'on est tellement loin de la philosophie de l'Ayurveda qui dit justement non, un problème peut avoir énormément de causes. Donc il faut absolument consulter un thérapeute en Ayurveda, faire un point, un bilan.
Et donc justement, j'en profite pour le redire, d'abord consulter, faire le point, et ensuite prendre les remèdes sous le conseil justement d'un praticien ayurvédique. Ouais, c'est essentiel. Parce qu'en fait, c'est ça. En fait, de réfléchir en termes de symptômes, c'est voilà, réfléchir comme on l'a appris aussi, hein, à travers la médecine conventionnelle et tout ça. Mais là, c'est une réflexion qui est totalement différente. Donc, c'est pour ça que c'est difficile aussi dans les débuts de se soigner par soi-même. Parce qu'on a besoin déjà d'aller voir un thérapeute pour qu'il nous aide à trouver les clés de qui on est, comment on fonctionne mal. Oui. Et ça s'invente pas tout seul en fait. Et effectivement, c'est pas une baguette magique tiens, j'ai tel symptôme, il faut telle prescription. C'est totalement différent. Et c'est tellement flagrant ce que tu dis que c'est ce que je vis actuellement parce que moi je me fais soigner par une médecin ayurvédique. Donc D'accord. j'ai beau avoir des connaissances, et d'ailleurs dans ce qu'elle me prescrit, il y a beaucoup de choses que j'aurais peut-être pu appliquer par moi-même, mais en fait j'avais pas la vision extérieure qui est très importante en fait. Voilà, Ouais. et je pense qu'on a tous besoin d'être suivis, même quand on a des compétences en Ayurveda. Et Ah oui. Ouais. alors, je pense que tu me Ouais, rejoins. tout à fait. Ouais. Parce Bah que, oui, parce voilà, qu'on je te laisse. on n'a Ouais, pas... Enfin oui, c'est difficile en fait d'avoir du recul sur soi-même. c'est ça. Parfois, enfin voilà, pour plein de raisons, mais effectivement, un avis extérieur sera toujours plus neutre en fait et plus objectif. Et Exactement. verra des choses qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut que les gens prennent conscience que même s'ils trouvent des livres de vulgarisation d'Ayurveda, ça, c'est pas des outils complets pour qu'ils se soignent par eux-mêmes. Voilà, je Non. pense que c'est vraiment un Ouais. message Ouais. important. Est-ce que tu as des difficultés à exercer, alors parce qu'on est en France, ou bien parce que tu as une pression de ton entourage? Il y a aussi la Covid-19 depuis maintenant plus un an. Voilà, quelles sont Hmm. ces difficultés que tu rencontres actuellement, éventuellement? Oui. Et donc moi, je suis installée depuis peu toute seule en fait. Donc avant, je travaillais donc dans le centre AIMSA, puis j'ai travaillé un petit peu en association avec le Vaidya. Et donc là, ça fait 1 an et demi à peu près que je suis toute seule à mon compte. Donc je rencontre les difficultés de personnes qui ouvrent son cabinet, donc de développer une clientèle, je vais utiliser ce mot-là parce que logiquement on n'a pas le droit d'utiliser le mot patient. Toi, j'utilise à tort. Voilà. Pardon. Mais bon, je pense pas qu'on ait un contrôle à travers le podcast. Donc il y a cette difficulté-là, parce qu'en fait l'Ayurveda commence tout juste à être connu. Je pense que c'est encore relativement récent. Il y a beaucoup de personnes encore qui disent mais l'Ayurveda c'est quoi, ou même qui ont des difficultés à prononcer le mot. Donc c'est pour ça aussi que j'ai développé les ateliers, alors déjà qui me ressemblent beaucoup parce que j'aime bien la pédagogie, la transmission, mais parce qu'il y a un besoin aussi d'éduquer dans un sens, de faire connaître l'Ayurveda, de faire comprendre ce que c'est. Parce que comme on l'a dit, la difficulté, c'est que aller voir un thérapeute ayurvédique, c'est une démarche. Ça demande avant tout un déclic, encore plus si on veut suivre, donc sur du moyen terme. Et donc ça peut être difficile de trouver en fait les personnes qui sont prêtes déjà, de faire ce suivi-là et de suivre ces changements de vie. Est-ce que justement tu arrives globalement à intégrer des routines de vie? Donc, est-ce que les patients arrivent à appliquer tes recommandations, à changer un peu leur mode de vie, ou est-ce que c'est quelque chose qui est encore difficile en France? Alors il y a les deux. J'ai 2 idées en tête de récentes personnes qui sont venues me voir pour des bilans de nutrition ayurvédique. Et il y a une personne qui a tout appliqué avec grande facilité, qui a vu tout de suite la différence, qui a intégré en fait les conseils dans son quotidien en comprenant aussi l'amélioration. Donc ça, pour déjà en une séance.
et une autre personne qui a eu vraiment des difficultés, au contraire, parce que je pense que c'était des changements trop grands par rapport à son quotidien, en fait, à ses habitudes. Et il y a plusieurs personnes comme ça, hein, c'est pas la seule. Il y a plusieurs personnes où ça peut faire peur, en fait, de changer, parce qu'on ne sait pas trop ce que ça va nous faire. C'est toujours cette histoire de l'inconfort confortable. Et de réussir à sortir de là. Et donc il y a vraiment les deux. Des gens qui sont déjà prêts et qui sont voilà, ça va direct, c'est en un clin d'œil. Et d'autres personnes où il y a un besoin d'un accompagnement presque plus psychologique en fait et plus soutenu pour que ça fonctionne. Absolument, et d'ailleurs ça répond aussi à la question que j'allais te poser, comment on choisit un thérapeute et comment on choisit le rythme justement des consultations. Et en fait, tu viens d'y répondre, quoi. Oui, oui. Voilà. Et comment choisir un thérapeute, moi j'ajouterais vraiment de faire aussi, de faire jouer son intuition. Ouais. Parce que c'est important d'être en confiance avec la personne qui nous suit, d'être rassuré, que ça passe bien. Ça fait partie en fait de la guérison. C'est exactement pour ça que j'ai choisi de faire des interviews longues, pour que justement on comprenne bien la personne, sa démarche. Voilà, je pense que vraiment là, c'est des vraies rencontres quoi, avec des thérapeutes. Ensuite, est-ce que tu aurais des anecdotes, parce qu'on est friand des anecdotes, alors soit en tant qu'étudiante, dans tes voyages, ou même dans des cures ayurvédiques, enfin je sais pas. Ouais. Oui, je peux raconter une anecdote. Parce que moi, j'ai moi-même reçu une cure ayurvédique. C'était en Croatie, dans un centre d'une collègue à Zagreb, d'une ancienne collègue. Et donc, c'était génial parce que donc, c'est une personne que je connais bien. Je pouvais dormir dans son centre. Et donc, c'était très intimiste. Et c'était très intéressant. Enfin, au niveau des soins, moi j'ai fait un Virechana. Donc c'est une cure où en gros pendant une semaine, je buvais du ghee à jeun le matin en augmentant les quantités au fur et à mesure. Donc le ghee, le beurre clarifié, c'est une matière grasse. C'est comme si on buvait du gras dans un sens. Donc à jeun. Enfin, c'était déjà costaud. Enfin, donc c'était une anecdote assez intéressante qui a beaucoup travaillé mon endurance et ma tolérance. Donc c'était très drôle et j'étais merveilleusement bien accompagnée, donc ça a beaucoup aidé. Et on comprend à quel point le thérapeute est important dans ces cas-là, oui, parce c'est clair. on est un peu au bout de notre vie en fait quand on fait ce genre de cure. Je pense que tu vas très loin dans la découverte de toi et de ton corps. Ouais, c'est ça. C'est là où je suis. Donc ouais, c'est super d'être bien entourée. J'aurais plein d'anecdotes de voyage aussi. Comme j'ai raconté, ce fameux jus ayurvédique dans mon œil qui était totalement... pareil, qui était un peu douloureux, mais vraiment efficace. C'est marrant, ouais, l'ayurveda, c'est un peu... ça permet d'ouvrir ses yeux sur le soin, qui n'est pas toujours doux et tendre, on va dire. Ça m'amène une réflexion, justement, ce que tu dis, parce qu'il y a une sorte de culte de la propreté qu'on a en Occident. Justement, tout doit être propre. Donc, un remède, c'est dans une pilule, c'est emballé, ça n'a pas de goût, c'est propre. Alors qu'en Ayurveda, justement, non, on a des choses très naturelles, et le naturel, des fois, va avec le repoussant, quoi. Là, je sais que, par exemple, moi je prends de l'amla en ce moment, la malaki, et c'est d'une amertume, mais c'est horrible. Oui, c'est amer, ouais. Donc j'ai trouvé la solution, je la prends avec du miel, mais c'est vrai que voilà, c'est un peu des fois les difficultés qu'on peut rencontrer quand on prend des remèdes. Et ces difficultés, justement, nos anciens ne l'avaient pas en France, parce que j'ai une grand-mère qui prenait des remèdes maison et qui n'avait pas peur des remèdes maison, quoi. Dans le temps, on prenait de l'huile de foie de morue. On prenait des choses qui n'étaient pas bonnes parce qu'on savait que c'était bon pour la santé. Ouais.
Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai on a assez perdu ce truc-là. Bah oui, je pense que c'est parce qu'on est habitué à prendre des médicaments en fait qui sont très neutres en goût. Enfin, il y a eu une sorte ouais, d'aseptisation du goût en fait, pour que ça passe C'est ça. au niveau du mental. Et moi, c'est ce que j'aime bien dans un sens, en testant ces goûts qui sont, voilà, qui peuvent être très amers, très astringents ou piquants, ou au contraire très doux, hein. Enfin, là, on est sur les 6 saveurs de l'Ayurveda. Et c'est déroutant. Et en même temps, c'est ça qui nous permet d'apprendre, en fait, et de retourner voilà, à comprendre le réel goût et les réels effets. Donc c'est intéressant en fait. Ouais, Ça nous permet vraiment de voir le côté réel des choses, quoi. c'est ça, c'est le retour à la connexion à la nature, quoi, savoir ce que c'est vraiment que la nature sur toutes ses facettes. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu as une joie ou une réussite que tu as, donc pareil, côté anecdotique, ou globalement, quelles sont tes plus grandes joies et réussites dans ton activité de thérapeute en Ayurveda? C'est d'être devenue thérapeute. Voilà. Pour moi, c'est ma plus grande joie et ma plus grande réussite. Comme j'ai dit au début, c'était de me former en Ayurveda en fait et de faire ce choix de métier. C'était une vraie position et parfois opposition à la pression environnante. Et donc c'est une vraie joie et réussite en fait voilà, d'être parvenue jusque-là. Même si voilà, pour l'instant j'ai besoin d'un petit boulot à côté pour subvenir à mes besoins au niveau financier. Mais en tout cas, il y a malgré tout en fait voilà, cette joie et cette fierté en fait, hein, voilà, de dire que c'est un métier passion, et on peut y arriver parce que c'est ça qui nous parle en fait. Et je préfère vivre toutes les situations que m'amène la vie, mais m'écouter et devenir moi-même en fait, répondre à une mission dans un sens, plutôt que d'étendre cette voie et d'aller au confortable, quoi. Ça, c'est un très très beau message, hein, parce que je pense qu'avec ce Ouais. qu'on vit actuellement, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur leur vie, où ils en Ouais, sont, et si justement ils sont alignés entre leur intuition et leur mental. Et c'est ça. je pense que c'est un très très beau message que nous lançons toutes les deux. Garder le cap. Voilà. Écoutez qui vous êtes vraiment et le monde s'en portera que mieux, parce que je crois qu'on est dans un Bien monde sûr. qui est un peu fou, parce que les gens justement n'écoutent pas vraiment ce qu'ils sont, quoi, qui ils sont. Ouais, ouais. Mais ouais, et plus on s'écoute et plus on est en bonne santé aussi, hein. En plus, ouais, C'est ça, hein. absolument. Et donc, au mieux, le monde se porte. Est-ce que tu as un message aussi à faire passer sur que tu as des projets dans ton activité? Est-ce que tu proposes des choses particulières? Par exemple, des choses à distance ou en ligne? Est-ce que tu proposes ça? Oui. Et donc, voilà, avec la situation actuelle, on s'adapte et on réinvente nos prestations. Donc, voilà, j'ai mis en place des prestations en visio. Donc, les bilans nutrition ayurvédiques sont possibles en visio. Et en fait, j'ai développé aussi ce que j'ai appelé le coaching. Parce que, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est pas toujours évident de y arriver tout seul. Ou parfois on a envie d'une petite démarche parce que on ne sait pas encore si on veut faire le grand pas du bilan nutrition. Donc je propose des coachings qui sont assez courts par téléphone ou par visio, que ce soit sur l'alimentation, sur le style de vie, sur l'Ayurveda aussi. Donc ce sont voilà, des coachings d'une demi-heure à peu près, et pour répondre à des questions ou à des blocages en fait du moment, et qu'en tant que thérapeute on peut y répondre. Donc pour moi c'est un moyen voilà, de faire un premier pas pour des personnes qui n'ont pas fait de bilan nutrition ayurvédique, et pour des personnes qui sont déjà dans un suivi, ça leur permet voilà, d'avoir un suivi aussi encore plus proche, pour que ce soit bien ancré dans leur quotidien. Et il y a quand même les massages voilà, qui sont encore faisables.
Voilà, mon cabinet est encore ouvert. Donc, c'est dans le 11e, donc au 15 rue de Crussol, dans un espace qui s'appelle GALM. Donc, c'est un super bel espace de plusieurs thérapeutes. Vers le métro Oberkampf, c'est tout juste à côté. Pas aussi en présentiel et donc entre autres pour les massages. C'est un petit peu l'occasion justement pour finir aussi de repréciser ce que les massages peuvent apporter justement parce que Oui, peut-être que les gens n'en ont pas conscience en fait. ouais. Quelle est l'utilité d'un massage ayurvédique? L'utilité, c'est d'en faire maintenant déjà. C'est d'en faire dans cette période parce que ouais, une période qui peut être très stressante, qui peut nous poser plein de questions sur l'avenir. Voilà, on est dans une atmosphère qui est quand même hyper anxiogène. Et le massage, en fait, va apaiser. Va apaiser cette anxiété, ce stress, parce que le massage, ça ancre, ça reconnecte à soi. Donc le massage ayurvédique, là, on va parler de la Bhyanga. Donc le massage du corps entier, c'est à l'huile chaude. Donc on a le côté huile, le côté chaud, qui va permettre l'ancrage, l'apaisement, donc vraiment de la sérénité, et comme si on se sentait dans un cocon. Et en plus, dans ce massage-là, il y a un côté voilà, un peu énergétique qui se crée aussi. Donc il y a une libération émotionnelle qui peut se faire, une belle circulation. Euh, donc c'est hyper important de se masser ou de se faire masser dans ces périodes-là. Voilà, que ce soit par quelqu'un ou même de se masser les pieds ou la tête, que ce soit 5-10 minutes, c'est déjà ça. Mais pour moi, s'il y avait une astuce à intégrer en ce moment, c'est soit le massage, soit des exercices de respiration. Et parce que ça amène de la sérénité et on en a bien besoin. Merci Perrine, c'est un beau message pour la fin, alors de la sérénité avec du massage ayurvédique. C'est ça. Bah, en tout cas, je suis vraiment contente d'avoir fait ta connaissance, c'était un plaisir. Merci, de même. Et puis bah, je te souhaite plein de belles choses pour la suite, pour Merci ton beaucoup. cheminement dans l'Ayurveda, parce que c'est clairement ta mission de vie. Merci. Et puis donc, je vous retrouverai toutes les informations sur Perrine. Donc, ton site web, c'est Le Monde de Perrine, c'est ça? .fr. Ouais. .fr, voilà. Donc, lemondepérine.fr avec toutes les informations sur ses pratiques et ce qu'elle propose. Et puis, tout sera de toute façon en lien sous la vidéo et sous le podcast. Merci beaucoup. Voilà, bonne fin de journée et puis à bientôt. Au revoir. À bientôt.